Est-ce que tu sais qui était Nikola Tesla? Tu as certainement entendu parler des grandes pyramides d'Égypte. Et si je te disais que Tesla a peut-être découvert l'ancien mystère qui entoure 16 pyramides? Pardon? Un mélange de science et d'archéologie? Et non. Il est fort probable que les pyramides ne soient pas si énigmatiques après tout. Mais tout d'abord, voici ce que nous savons sur les pyramides. Qu'ont-elles de si mystérieux? Ce ne sont que de vieux monuments bizarres, n'est-ce pas? L'une des plus grandes questions concerne leur construction. Certains pensent qu'elles furent bâties à la force du poignet et à la sueur du front, d'autres qu'une source d'énergie inconnue de l'homme moderne fut utilisée pour les ériger. Et si des extraterrestres nous avaient aidés? Probablement pas. Mais cette idée d'une mystérieuse énergie employée à l'édification des pyramides existe depuis très longtemps. Même dans les textes anciens, comme les textes des pyramides, il est dit « Les dieux nous ont donné de quoi construire une grande puissance. Il se peut donc que quelque chose d'incroyablement puissant ait participé à cette prouesse architecturale. Qui sait ?» Au début des années 1900, Tesla commença à s'intéresser aux grandes pyramides d'Égypte. Il lut de nombreux ouvrages sur ces antiques structures et fut époustouflé par la quantité d'énergie qu'elles semblaient dégager. À l'époque, peu de gens connaissaient l'électricité. Et notre scientifique se demanda si les pyramides ne cachèrent pas une technologie avancée. Il se dit que leur puissance pouvait être liée à l'électromagnétisme, et il consacra beaucoup de temps et d'efforts à tenter d'en savoir plus. Il avait des théories assez bizarres pour l'époque. Il pensait que les pyramides contenaient une charge électrique et qu'elles alimentaient en énergie les zones environnantes. Il croyait également que des cristaux étaient à la source de cette énergie. Selon lui, ces cristaux super puissants se trouvaient à l'intérieur des pyramides et pouvaient contrôler les champs électromagnétiques. Mais ce n'est pas tout. Tesla pensait également que les matériaux utilisés pour construire ces monuments avaient des propriétés leur permettant de capter l'énergie du Soleil et de la Lune, et pas seulement en petite quantité. Il pensait que les pyramides pouvaient créer un champ d'énergie assez puissant pour éclairer des villes entières et même illuminer des zones plongées dans l'obscurité. On les utilisait comme des sortes de centrales électriques géantes afin de produire de l'énergie et faire fonctionner des machines. Les pyramides étaient liées, d'après Tesla, à une énergie cosmique employée pour l'éveil spirituel et la guérison des maux. Plutôt New Age, n'est-ce pas? Ces hypothèses n'étaient pas d'origine fantaisiste. Il avait sérieusement étudié tous les documents disponibles sur les pyramides, des objets aux textes anciens en passant par les hiéroglyphes et les dessins. Et il en avait conclu que les pyramides avaient été conçues comme des amplificateurs d'énergie et aussi qu'une mystérieuse source d'énergie avait été utilisée pour les construire. Certains pensaient que Tesla n'était qu'un excentrique avec de folles théories. Mais ces idées ont eu un impact considérable sur la façon dont nous percevons les pyramides aujourd'hui. Depuis quelques années, des chercheurs et des universitaires étudient ces découvertes et les utilisent pour lever le voile sur certains des plus grands mystères qui entourent ces anciennes structures. Par exemple, des scientifiques ont récemment mené des expériences théoriques pour analyser comment la Grande Pyramide réagirait à certaines ondes radio. Ils ont découvert qu'elle pouvait capter les ondes radio d'une certaine longueur et faire ensuite converger leur énergie de ces salles à sa base. Les scientifiques ont effectué de nombreux calculs pour parvenir à cette conclusion. Ils ont d'abord réfléchi aux longueurs d'onde qui fonctionneraient le mieux. Ils ont ensuite modélisé la réaction de la pyramide à ces ondes et ils ont calculé la quantité d'énergie qui serait absorbée ou diffusée. Enfin, ils ont étudié comment l'énergie se déplacerait à l'intérieur de la pyramide une fois captée par la structure. Pour expliquer tout cela, ils ont employé ce que l'on appelle l'analyse multipolaire, qui consiste à décomposer un objet complexe en éléments simples. Il est alors possible de voir comment chaque partie réagit à l'énergie. C'est un peu comme lorsqu'on défait un puzzle pour voir comment chaque pièce s'emboîte avec les autres. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont tout cela pourra nous servir. Ils cherchent à fabriquer des particules capables de faire la même chose que les pyramides, mais avec de la lumière. En modifiant la taille, la forme et la matière de ces particules, ils peuvent contrôler la façon dont la lumière se déplace autour d'elles. Cela peut s'avérer très utile pour la fabrication de minuscules capteurs ou de cellules solaires très efficaces. Les scientifiques ont dû faire quelques suppositions au cours de leurs recherches.
Ils ont imaginé qu'il n'y avait pas d'espace caché à l'intérieur des pyramides et que les matériaux utilisés pour les construire étaient tous identiques. Et ils sont ainsi parvenus à faire des découvertes assez impressionnantes. Mais son étude des pyramides n'est pas l'unique témoignage du génie hypermoderne de Tesla. Nombreuses sont ces théories qui paraissaient irréalistes à l'époque, mais que des scientifiques réévaluent aujourd'hui pour des applications pratiques. Parlons du projet le plus ambitieux de Tesla, la tour de Wardenclyffe. En 1900, Tesla était déjà un grand nom de l'ingénierie électrique en Amérique. Cette invention étonnante et le fait qu'il ait réussi à surpasser Thomas Edison dans la guerre des courants impressionnait les gens. Mais Tesla ne se reposa jamais sur ses lauriers. Il décida ensuite de se lancer dans son projet le plus ambitieux, la tour de transmission de Wardenclyffe. Construite entre 1901 et 1905, elle est fondée sur l'une des idées les plus révolutionnaires de Tesla. Il souhaitait rendre l'impossible possible en créant un système mondial de communication sans fil. Ce système utiliserait la Terre elle-même comme conducteur, transmettant de la musique, des informations, des rapports boursiers, des communications militaires sécurisées et même des images en fac-similé. Cela te rappelle quelque chose? Oui, cela ressemble à l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, mais sans aucun câble. Mais Tesla avait un rêve encore plus grand, transmettre de l'énergie sans fil. Il avait déjà prouvé qu'il était possible d'envoyer des signaux à haute fréquence grâce à son célèbre transformateur. Et par la suite, il fut obsédé par la transmission d'énergie sans fil. Sa vision était non seulement de transformer la façon dont nous communiquons, mais aussi de trouver un moyen de transférer des courants électriques à l'échelle mondiale en puisant dans l'énergie naturelle de la Terre. Tesla pensait qu'il existait une abondance d'énergie libre, tout autour de nous, et qu'elle pouvait être utilisée au profit de l'humanité. En 1899, il mena des expériences secrètes et fut convaincu qu'il était possible de transmettre de l'énergie électrique à travers la haute atmosphère terrestre. C'est ainsi que la tour de Wardenclyffe vit le jour. Elle était censée être la station prototype d'un réseau planétaire qui devait fournir de l'énergie sans fil au monde entier. Malheureusement, Tesla n'avait ni les ressources ni la confiance de ses investisseurs pour mener à bien ce projet. Il rencontra toutes sortes de problèmes financiers. Et en 1917, la tour inachevée fut finalement démolie et tout son matériel vendu afin de rembourser les dettes croissantes de notre génie. Aujourd'hui, elle nous rappelle tristement que les plus grands esprits ne parviennent pas toujours à réaliser leurs rêves. Cependant, le laboratoire de briques rouges est toujours là, le seul laboratoire de Tesla à avoir survécu. Un détail amusant. En 2017, une équipe de tournage a fait une découverte stupéfiante. Ils ont utilisé un géoradar pour explorer la zone autour de Wardenclyffe et ils ont trouvé toute une série de tunnels s'étendant sur des dizaines de mètres au-dessous du site. Personne ne sait exactement à quoi ils servaient, mais on pense qu'ils faisaient partie du grand projet de Tesla. Wardenclyffe est bien sûr un site important pour les fans du grand homme. Qui sait, peut-être quelqu'un parviendra-t-il un jour à percer le mystère de ces tunnels. Mais même si cela n'arrive jamais, l'héritage de Tesla continuera longtemps de nourrir l'imagination des scientifiques du monde entier. La nuit était sombre et effrayante. Quelques centaines de personnes étaient assises dans des canots de sauvetage, ne sachant ni ce qui allait se passer ensuite, ni à quoi leur vie allait ressembler. À partir de ce moment-là, tout ce qu'ils savaient, c'est que le navire géant sur lequel ils naviguaient quelques heures plus tôt avait disparu sous leurs yeux. Ils étaient seuls et attendaient de l'aide. Quelqu'un allait-il venir? Ils ne savaient pas si les autres navires, qui voyaient relativement près d'eux, avaient entendu leur appel à l'aide. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre. Le Titanic, un iceberg et la nuit du 14 avril 1912. C'est l'un des récits les plus célèbres de l'histoire moderne dont tout le monde parle encore aujourd'hui, plus de 100 ans après. Les 16 canots de sauvetage embarqués à bord ne pouvaient accueillir qu'un peu plus de 50% du nombre total de passagers. Et beaucoup d'entre eux étaient encore à moitié vides. Dans l'un d'eux, il y avait une fille de 2 mois, Milvina Dean. C'était la plus jeune passagère à bord du navire géant. Ses parents avaient décidé de quitter l'Angleterre car ils rêvaient d'une vie meilleure aux États-Unis. Son père avait de la famille au Kansas et il espérait qu'ils pourraient y créer leur propre entreprise. La famille Dean n'avait pas vraiment choisi d'être à bord de ce paquebot géant légendaire, mais à cause d'une grève du charbon, ils avaient été transférés là de sorte qu'ils ont embarqué à Southampton comme passagers de 3e classe.
Le père de Milvina a ressenti quelque chose lorsque le navire a heurté l'iceberg pendant cette nuit froide et apparemment paisible. Il est immédiatement monté pour enquêter. Quand il a vu que les gens paniquaient et que les membres de l'équipage donnaient des avertissements sur le danger réel de la situation, il s'est précipité dans la cabine pour trouver sa femme. Il lui a dit d'habiller les enfants et de monter rapidement sur le pont. Les membres de l'équipage ont donné l'ordre de préparer les canots de sauvetage et de commencer à y transférer les femmes et les enfants en premier. C'était une chance pour au moins quelques membres de la famille de se mettre en sécurité. Milvina, sa mère et son frère sont montés dans le canot de sauvetage numéro 10. Ils ont été parmi les premiers à quitter le paquebot sur les 706 membres d'équipage et passagers qui ont réussi à s'échapper du navire en train de couler. Plus tard, un paquebot du nom de Carpathia a entendu leur appel à l'aide et est venu chercher les passagers, puis les a emmenés à New York. Malheureusement, son père était resté derrière eux et n'a pas réussi à se sauver. Milvina a grandi dans la petite ville d'Ashhurst, en Angleterre, qui n'était pas très loin de l'endroit où elle avait embarqué sur le Titanic. Elle a passé sa vie à travailler comme secrétaire et assistante dans de petites entreprises de Southampton. Elle ne s'est jamais mariée. Milvina disait toujours qu'elle ne parlait jamais de toute l'histoire du Titanic, parce qu'elle ne se souvenait de rien et qu'elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle attirait l'attention sur elle. En 1985, une équipe franco-américaine s'est rassemblée et a localisé l'épave du Titanic. Elle se trouvait à environ 600 km à l'est de Mistaken Point, à Terre-Neuve, à plus de 3000 mètres de profondeur. C'est alors qu'ils ont confirmé que le navire s'était fendu en deux. Pendant des décennies, les gens avaient cru que le navire avait coulé en un seul bloc. Ils pensaient que les seuls dégâts importants étaient ceux subis par la coque lors de son contact avec l'iceberg. En réalité, il s'est brisé en deux entre sa 3e et sa 4e cheminée. Cela s'est produit peu de temps avant que le navire ne disparaisse sous la surface de l'eau et à partir du moment où ils ont heurté l'iceberg. Tout le processus n'aura duré qu'environ 2h40. Les gens n'accordaient pas tant d'attention au Titanic jusqu'à ce que cette équipe de chercheurs en découvre l'épave. Au cours des dernières années de sa vie, Milvina a vendu certains des biens de sa famille aux enchères afin de payer son séjour dans une maison de retraite. Les objets qu'elle a vendus comprenaient également une valise remplie de vêtements que sa famille avait reçus à leur arrivée aux États-Unis et des lettres d'indemnisation que sa mère avait reçues du Titanic Relief Fund. Ces lettres d'indemnisation décrivaient l'aide financière que recevraient certains passagers qui avaient survécu à la perte de leurs proches. Milvina aura vécu jusqu'à l'âge de 97 ans avant d'attraper une pneumonie. Elle était la plus jeune des 705 personnes qui ont survécu à l'événement. Le Titanic était le plus grand navire du monde. Comme il était si grand, certains pensaient que le navire aurait dû avoir 4 cheminées d'échappement. Mais Thomas Andrews, l'homme qui avait conçu le navire, pensait que seules 3 étaient nécessaires. Le Titanic avait donc une cheminée purement décorative. 2200 personnes étaient à bord lorsque le navire a coulé. Il y avait 908 membres d'équipage et le nombre maximum de passagers était de 3500. Comme tu l'as probablement vu dans le film, il y avait différentes classes de passagers. La richesse cumulée estimée de ceux qui étaient en première classe était d'environ 500 millions de dollars. Et les chercheurs ont estimé que des objets d'une valeur de 6 millions de dollars ont coulé au fond de l'océan avec le navire. La première classe était un lieu de grand luxe. Il s'y trouvait 4 restaurants, 2 bibliothèques, 2 salons de coiffure, des salons de lecture et une chambre noire pour la photographie. Il y avait aussi une piscine chauffée, mais seuls les passagers de première classe pouvaient l'utiliser, au prix exorbitant d'1 shilling. Le navire disposait aussi de bains turcs et d'équipements électriques et les passagers pouvaient les utiliser pour 4 shillings. Le coût de la construction de ce géant massif aura été de 7,5 millions de dollars, mais c'était en 1912. Aujourd'hui, cela représenterait environ 200 millions de dollars. Les billets de première classe coûtaient 2560 dollars à l'époque, ce qui équivaut à 61 000 dollars d'aujourd'hui. Qu'obtenais-tu dans ces cabines coûteuses? Un salon, 2 chambres, 2 vestiaires et une salle de bain. Et serais-tu prêt à débourser autant d'argent pour ce luxe aujourd'hui? Les équipes de chercheurs n'ont toujours pas exploré de nombreuses zones du Titanic et il est encore difficile d'y accéder avec des véhicules sous-marins. Un exercice de canot de sauvetage était prévu le jour même où le Titanic a coulé, mais il a été annulé pour une raison inconnue. L'équipage n'avait fait qu'un seul exercice d'embarcation de sauvetage et c'était lorsque le navire était encore à quai. Mais même si les membres de l'équipage avaient été correctement formés et que chaque canot de sauvetage avait été rempli, la capacité n'aurait toujours pas été suffisante pour sauver chaque passager.
Le Titanic était le plus gros objet mobile du monde à l'époque. Le 31 mai 1911, son immense coque a été descendu des cales sèches et s'est retrouvé sur le fleuve Lagan à Belfast. Plus de 100 000 personnes étaient présentes pour assister au lancement, qui a duré un peu plus d'1 minute et s'est déroulé sans problème. La coque a immédiatement été remorquée vers un dock d'aménagement immense. Des milliers d'ouvriers y ont passé la majeure partie de l'année suivante à travailler dur, à construire les ponts et à aménager tous ces intérieurs luxueux qui ont donné au Titanic son aspect si unique. Ils ont aussi installé les 29 chaudières géantes qui allaient alimenter les 2 principales machines à vapeur du navire. Tout cela pour revendiquer le titre d'insubmersible. Le navire avait plus d'un seul défaut fatal. Tu as peut-être entendu parler d'un de ses défauts de conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela permettait à l'eau de passer d'un compartiment à l'autre, ce qui a fini par couler le paquebot. Mais le Titanic avait d'autres avaries. La forte teneur en soufre, les températures froides et les vitesses élevées ont largement affecté l'acier de la coque du navire et le fer de ses rivets. L'acier s'est brisé tandis que les rivets se sont détachés plutôt aisément. C'est la raison pour laquelle le Titanic a coulé 24 fois plus vite que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il existe de nombreuses théories sur ce qui a réellement conduit au naufrage d'un tel géant. L'une d'entre elles affirme qu'une pleine lune survenue quelques mois auparavant aurait pu être l'une des raisons. Elle a peut-être créé des marées très fortes qui ont envoyé une flottille d'icebergs vers le sud, pile au moment du voyage inaugural du Titanic. Selon les recherches, une illusion d'optique a empêché le navire d'obtenir de l'aide. Un célèbre historien britannique, Tim Maltin, pense que l'atmosphère de la nuit du naufrage a créé des conditions spécifiques qui ont rendu très difficile pour les membres de l'équipage de repérer les icebergs. Elles ont provoqué ce qu'on appelle une super-réfraction. Cette courbure extraordinaire de la lumière provoque des mirages, et plusieurs navires dans la zone l'ont enregistré. Non seulement cela a empêché l'équipage de voir l'iceberg à temps, mais cela a aussi empêché l'un des navires qui aurait pu offrir son aide d'identifier l'appel à l'aide et de communiquer avec l'équipage du Titanic. De plus, certains spécialistes affirment que le navire voyageait trop vite. Dès le début, ils ont blâmé le capitaine pour avoir fait naviguer un si gros paquebot à une telle vitesse, 22 nœuds, dans les eaux froides et imprévisibles de l'Atlantique Nord, qui était plein d'icebergs à l'affût. Jeff Bezos et Elon Musk sont les personnes les plus riches du monde aujourd'hui. Mais si tu mettais leurs 2 fortunes en commun, ce montant n'approcherait même pas de la richesse de la personne la plus riche de l'histoire. Voici Mansa Musa, l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Il occupe la première place du classement des personnes les plus riches depuis plus de 700 ans. Et il est peu probable que quelqu'un puisse atteindre son niveau de richesse dans un avenir proche. Jeff Bezos possède environ 203 milliards de dollars. Elon Musk, plus de 300 milliards de dollars. Quant à Mansa Musa, il était à la tête d'une fortune tout simplement incalculable en équivalent actuel. Les estimations les plus prudentes suggèrent qu'il possédait plus de 400 à 500 milliards de dollars. Cependant, il ne s'agit que d'une hypothèse. La plupart des historiens pensent qu'il était immensément riche et puissant, et que cette richesse a détruit l'économie de son pays. Mais commençons par le début. Mansa Musa est né en 1280 en Afrique de l'Ouest, au Mali, l'actuelle République du Mali. Toute sa famille était composée de souverains, il a donc passé son enfance et sa jeunesse dans le luxe. Pendant presque tout ce temps, son frère aîné a régné sur le pays. Et puis, lorsque Mansa Musa a eu 32 ans, son frère a abdiqué. Il voulait explorer le monde et était obsédé par l'océan Atlantique et les terres qui se trouvaient au-delà. Il a rassemblé une énorme expédition de 2000 navires et des dizaines de milliers de matelots. Ils ont navigué comme une ville entière flottante et ne sont jamais revenus. Certains historiens pensent que le frère de Mansa Musa aurait réussi à atteindre l'Amérique du Sud, mais il n'y a aucune preuve réelle de cela. Ainsi, le jeune Mansa Musa est devenu le souverain du Mali et le propriétaire de toutes les richesses de la famille en 1312. Il était un bon souverain et un stratège intelligent. Au cours des premières années de son règne, il a réussi à annexer environ 24 villes. Il a réuni des petits États disparates en un seul empire. Il a considérablement agrandi le royaume du Mali, qui s'étendait alors sur environ 3000 km depuis l'océan Atlantique. Il possédait presque toute la partie occidentale du continent. À partir de ce moment, la richesse de Mansa Musa a commencé à croître énormément. Dans le monde médiéval, l'or était considéré comme la source de richesse la plus précieuse de toute la planète.
De nombreux historiens pensent que Mansa Musa possédait près de la moitié de toutes les réserves d'or disponibles dans le monde connu à cette époque. Au Mali ont été créés des milliers de centres commerciaux pour l'or et d'autres biens précieux comme le sel. Et une partie des bénéfices de ce commerce à grande échelle allait directement dans la poche de Mansa Musa. Il avait tout l'argent, le pouvoir et les serviteurs, mais il y avait quelque chose qui lui manquait désespérément. Son désir était similaire à celui de son frère. Mansa Musa voulait aussi voyager, non pas pour découvrir le monde, mais pour glorifier son empire. Seules quelques personnes à l'étranger avaient entendu parler de son puissant royaume, mais lui savait que son pays était probablement le plus riche du monde. Pour atteindre son objectif, Mansa Musa a entrepris un pèlerinage à la Mecque en passant par le désert du Sahara et l'Égypte. Ce voyage était l'un des plus grands que quiconque ait jamais entrepris. Mansa Musa a effectué son voyage avec une caravane composée d'environ 60 000 personnes. Il était accompagné de toute la cour royale, de tous les fonctionnaires, de milliers de soldats, d'artistes, de chameliers, de marchands et de dizaines de milliers de serviteurs. Ils ont emmené un long troupeau de chèvres et de moutons pour se nourrir. C'était comme une ville immense qui se mouvait dans le désert. Imagine la quantité d'eau et de nourriture nécessaire pour nourrir cette foule. Dès que le roi annonçait une halte, d'immenses campements étaient installés. Il aurait fallu une journée entière pour en faire le tour. Des milliers de personnes travaillaient à la préparation des repas. Des artistes se produisaient sur scène. Des marchands offraient leurs marchandises aux personnes à l'intérieur du camp ou aux voyageurs qui passaient par là. Des serviteurs s'occupaient des animaux et aidaient aux tâches ménagères. Tout cela se passait sous le soleil brûlant sur le sable chaud. Ensuite, ils devaient replier les tentes pour reprendre la route. Très probablement, tout le monde n'a pas réussi à survivre à un tel voyage. Mais Mansa Musa traitait très bien son peuple. Presque tous ces gens étaient habillés des plus belles soieries et d'étoffes persanes tissées de fils d'or. Des centaines de chameaux tiraient des charges contenant des centaines de milliers de livres d'or pur. Il y avait tellement d'or qu'on pouvait le voir de loin briller au soleil. Personne n'a jamais eu faim ou soif. Il y avait assez de provisions pour un voyage confortable. Les voyageurs qui passaient par là étaient émerveillés par l'ampleur et la beauté de l'expédition royale. Les rumeurs de l'approche du roi du Mali sont arrivées au Caire avant le roi lui-même. Finalement, la caravane de Mansa Musa est arrivée au Caire. Les habitants ont été choqués par tout ce luxe et cette richesse. Mais le plus incroyable, c'est que le souverain les a volontiers partagés avec les locaux. L'or qu'il leur a donné a enrichi de nombreuses personnes pauvres. Il est resté au Caire pendant 3 mois. L'or était partout. C'est pourquoi il a perdu de sa valeur. Cela n'avait aucun sens de vendre des biens pour de l'or quand tout le monde en avait. C'est ainsi que Mansa Musa a fait baisser le prix de l'or et a détruit l'économie du pays pendant son séjour au Caire. Selon les estimations des économistes et des historiens modernes, la crise qu'il a provoquée a entraîné des pertes d'environ 1,5 milliard de dollars au Moyen-Orient. Lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait fait, il a essayé de relancer l'économie. Une théorie stipule qu'il n'a pas pu le faire car il avait dépensé tout son argent. Selon une autre histoire, il voulait retirer une partie de l'or de la circulation. Pour ce faire, il a tenté d'emprunter de l'or à des taux d'intérêt énormes auprès de prêteurs égyptiens. Il n'a pas réussi à rétablir l'économie, mais a atteint son objectif. Les nouvelles et les rumeurs sur sa richesse et sa générosité se sont répandues dans le monde entier. L'image d'un roi africain assis sur un trône doré, un morceau d'or à la main, est apparue sur la carte de l'Atlas catalan de 1375. Avec ce dessin, ils ont fait figurer Tombouctou, la principale ville du Mali, et le roi qui y trônait était Mansa Musa. Voici quelques histoires réelles mélangées à des légendes sur la ville et son dirigeant. Certaines racontent qu'il était impossible de compter la quantité de richesses que Mansa Musa possédait. D'autres avancent qu'il avait assez d'or pour rendre riche chaque personne sur la planète. Des gens du monde entier ont commencé à se rendre au Mali pour voir cet endroit de leurs propres yeux. Grâce aux mystères et aux légendes, Tombouctou est devenu un Eldorado africain. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une vallée dorée au bout du monde. Les chasseurs de trésors et les explorateurs européens ont entrepris de longs et dangereux voyages pour visiter le royaume. Mais tout cela s'est passé bien des années après le règne de Mansa Musa. Non seulement il a glorifié son pays et son nom dans le monde entier, mais il est aussi revenu dans son pays avec de nouveaux scientifiques, poètes et architectes. Il leur a payé des centaines de livres d'or pour les convaincre de s'installer à Tombouctou. Le montant qu'il a donné à chacun d'entre eux serait d'environ 8 millions de dollars en monnaie actuelle. Il a commencé à investir dans l'éducation, les arts, la littérature, l'architecture et les bibliothèques. Il a construit des écoles et des collèges.
Sous le règne de Mansa Moussa, Tombouctou est devenu un centre d'éducation. Des gens du monde entier venaient ici pour acquérir des connaissances de qualité. En 1337, Mansa Moussa est décédé à l'âge de 56 ans. Ses fils ont hérité de toute sa richesse, mais ils n'ont pas réussi à conserver l'héritage de leur père. De nombreuses disputes, des tentatives pour obtenir plus d'argent, des soulèvements et des intrigues, tout cela a conduit à l'effondrement du puissant royaume. L'empire s'est de nouveau divisé en petits États. Pendant des centaines d'années, le Mali a perdu de sa puissance. Puis, les Européens sont arrivés sur ce territoire, et cela a finalement détruit l'Empire. C'est pourquoi on en sait si peu sur la dynastie royale de Mansa Moussa aujourd'hui. L'histoire du Moyen-Âge est principalement vue d'un point de vue occidental, et seules quelques personnes ont entendu parler du Mali pendant le règne de Mansa Moussa. Si les Européens avaient visité le royaume à son apogée, au sommet de sa puissance militaire et économique, Mansa Moussa serait devenu beaucoup plus célèbre, et la gloire du royaume se serait étendue sur plusieurs siècles. Mais les Européens sont arrivés environ 200 ans trop tard. Ils ont trouvé le pays pendant une grave crise et des soulèvements. Il est toujours impossible de calculer à quel point il était riche. Peut-être que personne d'autre ne sera jamais capable d'atteindre ce niveau. Si la dynastie de Mansa Moussa avait survécu jusqu'à aujourd'hui et conservé son empire, nous vivrions probablement dans un monde complètement différent. L'Afrique pourrait être le continent le plus riche et le plus développé du monde, et le Mali en serait le centre. Le royaume aurait réalisé tout cela de manière pacifique. Mansa Moussa était généreux et préférait conquérir les pays par le luxe et non par la force. Une fois tous les 2 mois, tu as une crise de hockey qui dure entre 10 et 20 minutes. Tu trouves ça horrible? Ce n'est pourtant rien. Imagine avoir le hockey non-stop pendant 68 ans. Que dirais-tu de ça? Un homme, Charles Osborne, a développé une drôle de façon de parler afin de cacher le bruit de son interminable hockey. Le pauvre homme hockeyait sans arrêt depuis le 13 juin 1922, soit depuis plus de 68 ans. Voici donc l'histoire. Osborne est né en 1893 et a commencé à hockeyer après un petit accident dans une ferme du Nebraska. Il est tombé, mais il n'a rien senti d'étrange, jusqu'à ce qu'il se mette à hockeyer comme un fou. Les médecins pensent que l'accident a pu endommager la partie de son cerveau en charge d'arrêter le hockey. Il existe plusieurs théories sur ce qui a pu provoquer son hockey. Certains pensent qu'il s'est blessé aux côtes pendant la chute et que cela a perturbé son diaphragme. D'autres pensent qu'il s'est cogné la tête et qu'il a eu une attaque. Quoi qu'il en soit, il a gardé son hockey jusqu'à la fin de sa vie. Peux-tu imaginer avoir entre 20 et 40 spasmes involontaires du diaphragme par minute pendant si longtemps? Lorsque notre homme a finalement cessé de hockeyer, il l'avait probablement fait environ 430 millions de fois au cours de ses 97 ans de vie. Il a consulté plusieurs médecins, voyageant parfois assez loin. Mais personne n'a pu résoudre son mystérieux problème. Un médecin lui a même administré un mélange de monoxyde de carbone et d'oxygène, ce qui l'a aidé pendant un certain temps. Mais ce n'était pas une bonne idée. Respirer un gaz toxique est même plutôt contre-indiqué. Osborne a finalement dû apprendre une technique de respiration qui lui permettait de réduire le bruit qui accompagnait ses spasmes. Il inspirait entre 2 hockeys et contractait sa poitrine plusieurs fois par minute. Son hockey était toujours perceptible, mais on l'entendait un peu moins. Osborne avait déjà le hockey depuis 56 ans lorsqu'il donna une interview qui le rendit célèbre en 1978. Il déclara qu'il ferait n'importe quoi pour s'en débarrasser et qu'il n'avait même plus idée que ce que c'était de vivre sans. Il avait des douleurs constantes à cause de ses spasmes. Après avoir raconté son histoire, les médias s'intéressèrent à lui. Il fut même inscrit dans le livre Guinness des records et participa à des émissions télévisées telles que le Tonight Show de Johnny Carson et d'autres programmes célèbres. Des gens lui envoyèrent des lettres des 4 coins du pays avec des suggestions pour guérir son hockey. Mais rien ne fonctionna plus de quelques instants. Cette situation n'empêcha cependant pas Osborne de mener une vie relativement normale. Les gens se souviennent de lui comme d'un homme heureux qui aimait faire des blagues et parler peu de sa maladie. Il fut marié 2 fois et eut 8 enfants. Il vendait des machines agricoles et du bétail pour gagner sa vie. En 1990, pour des raisons encore mystérieuses, le hockey d'Osborne s'arrêta soudainement, après plus de 6 décennies. Malheureusement, il mourut 1 an plus tard. Mais je parie que ces derniers mois furent très heureux, car il n'avait plus son hockey. Malgré toutes les avancées médicales réalisées depuis l'époque d'Osborne, il n'existe toujours pas de solution pour guérir un hockey prolongé. Le hockey est un phénomène étrange qui accompagne les mammifères depuis toujours.
nous ne comprenons pas encore tout à fait comment il se produit ni à quoi il sert. Les scientifiques essaient de répondre à 2 questions essentielles. Pourquoi le hoquet se produit-il et comment peut-on l'arrêter? Le hoquet est une action réflexe, semblable au réflexe de ta jambe lorsqu'un médecin tape sur ton genou avec un marteau. On retrouve ce réflexe chez de nombreux mammifères, qu'il s'agisse d'animaux domestiques comme les chiens et les chats ou d'animaux comme les chevaux et les lapins. Lorsque tu as le hoquet, un signal nerveux part de ton diaphragme, le muscle situé au-dessus de tes poumons, et va jusqu'à ton cerveau, puis revient. Ce processus se répète plusieurs fois, entraînant la contraction de ton diaphragme et l'expansion de tes poumons. Cependant, au cours de l'inspiration, un réflexe fait que ton épiglotte, qui est une structure cartilagineuse située au sommet de ta gorge, se referme brusquement, créant le son caractéristique du hoquet. Ce phénomène se répète jusqu'à ce que quelque chose vienne l'interrompre. Par exemple, le fait de retenir sa respiration ou de boire de l'eau. Le hoquet est provoqué par le nerf phrénique, qui est une espèce de long cordon qui va de la poitrine au diaphragme. Il était présent chez nos ancêtres aquatiques, mais alors il était court et relié directement aux branchies, à côté du cerveau, au lieu d'aller jusqu'au diaphragme. Le réflexe du hoquet aurait pu être utile aux amphibiens vivant sur la terre ferme, car ils devaient passer de la respiration sous-marine avec des branchies à la respiration dans l'air avec des poumons. Le clapet de l'épiglotte se refermait et renvoyait l'eau dans la bouche et les branchies, bloquant ainsi l'accès aux poumons. Mais étant donné que les humains ne vivent plus sous l'eau et n'ont plus de branchies, pourquoi avons-nous toujours le hoquet? Les bébés ont tendance à hoqueter plus souvent que les adultes, surtout lorsqu'ils boivent du lait. En buvant, ils avalent aussi de l'air. Le hoquet pourrait donc être le moyen pour le corps d'évacuer l'air de l'estomac. Il s'agirait peut-être d'une sorte de roue automatique. Mais les jeunes enfants ne sont pas les seuls à avoir le hoquet. On a pu observer des fœtus âgés de seulement 10 semaines en train de hoqueter. Ce processus permettrait au cerveau des fœtus de dresser la carte de l'intérieur de leur corps. En d'autres termes, les fœtus devant apprendre où se trouve leur diaphragme et comment contrôler leur respiration, le hoquet les aiderait à se préparer à leur naissance. Environ 4000 personnes consultent un médecin à cause du hoquet chaque année aux États-Unis. Comment se débarrasser du hoquet est l'une des questions de santé les plus fréquentes sur Google. La plupart des hoquets disparaissent d'eux-mêmes sous 2 jours. Mais des crises plus longues peuvent indiquer un problème sous-jacent tel qu'une tumeur cérébrale. Certains patients souffrent d'un hoquet continu qu'aucun traitement ne parvient à éliminer. Le hoquet intraitable. Dans ce cas, seul le traitement de l'affection sous-jacente peut aider. Pour traiter le hoquet, les médecins ont essayé différents médicaments visant à détendre les muscles et les nerfs responsables des spasmes du diaphragme. Mais nous n'en savons pas encore assez pour prescrire un traitement spécifique. Un groupe de chercheurs japonais a découvert une nouvelle méthode pour guérir le hoquet. Elle consiste à respirer du CO2 à haute concentration. Cela fait croire au cerveau que le corps est en grand danger. Et il oublie alors son hoquet. Toutefois, si tu ne peux pas te rendre au Japon pour suivre ce traitement, tu peux essayer quelques vieilles recettes qui ont fait leurs preuves. Boire un verre d'eau entier d'un seul trait, se tenir la tête en bas, ou avoir vraiment peur. Ces méthodes interrompent le réflexe en distrayant les nerfs et les muscles. Elles sont recommandées par Ali Seifi, un neurologue qui cherchait un remède au hoquet après avoir vu un patient se révéler avec ce mal à la suite d'une opération du cerveau. Boire de l'eau rapidement, par exemple, oblige le diaphragme à se contracter plusieurs fois, ce qui distrait le nerf phrénique. Et cela interrompt une partie du réflexe. De même, avoir peur stimule le nerf vague, ce qui a un effet calmant et interrompt l'autre partie du réflexe. Ali Seifi a donc créé un outil appelé le Hikaway, qui présente de meilleurs résultats que les méthodes traditionnelles, car il traite en même temps les 2 parties du réflexe. C'est une espèce de paille qui oblige le buveur à aspirer très fort, comme s'il buvait un milkshake très épais. Cela active les 2 nerfs et élimine généralement le hoquet du patient. Tu aimerais avoir une super mémoire? Et si tu pouvais te souvenir de n'importe quel moment de ta vie dans les moindres détails? Supposons que tu te promènes dans la rue avec un ami et que tu entendes une chanson. Tu te souviens avoir entendu un fragment de cette chanson il y a 10 ans à la télévision? Pendant les vacances d'hiver dans les Alpes, tu te rappelles toutes les célébrations de ton anniversaire, toutes les fêtes de ta vie. Cela a l'air sympa, mais est-ce que c'est si bien de se souvenir de toute sa vie? Pour le savoir, prenons l'exemple d'une personne réelle. Voici Rebecca Sharrock de Brisbane, en Australie.
Elle se souvient de toute sa vie, littéralement toute sa vie. Tous les événements sont stockés dans son esprit depuis sa naissance, et elle y a immédiatement accès. Elle se souvient que ses parents l'ont installée sur le siège conducteur d'une voiture pour une photo quelques jours seulement après sa naissance. Elle se souvient que la housse du siège et le volant ont éveillé sa curiosité. Rebecca se rappelle qu'elle a commencé à faire ses premiers rêves à l'âge de 18 mois. Elle ne distinguait pas les rêves de la réalité et pensait qu'elle quittait réellement la maison pour aller quelque part. C'est pourquoi elle voulait toujours que sa mère soit avec elle. Elle se souvient également par cœur d'un grand livre qu'elle a lu il y a de nombreuses années. Elle peut facilement se rappeler comment elle s'est couchée dans son lit, comment elle a regardé les jouets qui l'entouraient et comment sa mère s'est approchée d'elle pour la nourrir alors qu'elle ne pouvait même pas parler et marcher. Elle voit tout cela si clairement, comme si c'était hier. Elle se souvient non seulement des images visuelles, mais aussi des odeurs et même des sentiments et des sensations qu'elle a éprouvées à certains moments du passé. Pendant longtemps, Rebecca a vécu en étant persuadée que tout le monde avait une telle mémoire. Puis, à l'adolescence, elle a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas chez elle. Elle a remarqué qu'elle se fixait sur certaines choses du passé bien plus que sur son environnement. Elle a assumé qu'elle souffrait d'un trouble mental et elle s'est sentie peu sûre d'elle à cause de cela. Mais elle ne savait pas à quel point elle était spéciale. Elle a pris conscience de son caractère unique à l'âge de 21 ans. Lorsque ses parents lui ont montré un reportage sur des personnes dotées d'une mémoire phénoménale. Rebecca a été surprise de constater qu'il s'agissait de quelque chose de spécial. Elle a réalisé qu'elle faisait partie des 60 personnes dans le monde ayant une mémoire autobiographique hautement supérieure ou HSAM. Il s'agit d'un trouble neurologique du cerveau qui permet à une personne de reproduire rapidement et sans effort dans sa mémoire n'importe quel fragment de sa vie passée. Les souvenirs peuvent être des événements sociaux ou des expériences personnelles. Tous ces éléments surgissent dans la mémoire aussi clairement que si l'on regardait un enregistrement vidéo de haute qualité. Les scientifiques étudient encore le phénomène HSAM. Il a été découvert au début de ce siècle et il y a peu d'objets à étudier, seulement une soixantaine de personnes. Le manque d'informations et d'observations ralentit le processus de recherche, mais les médecins ont déjà appris certaines choses. C'est une partie du cerveau qui aide à traiter la mémoire. Une personne dotée d'un esprit ordinaire se souvient très bien des moments lumineux de sa vie. D'une certaine manière, le cerveau des personnes atteintes de HSAM enregistre tous les moments comme des moments lumineux. C'est pourquoi les gens y ont si facilement accès. Il était important pour Rebecca d'obtenir un diagnostic médical officiel, car elle souhaitait avoir une réponse claire à la question de savoir ce qui n'allait pas chez elle en vue d'améliorer son estime de soi. Pour confirmer le diagnostic, Rebecca a dû se soumettre à une étude de plusieurs années. Elle a effectué diverses analyses et passé de nombreux tests. Quelques années plus tard, Rebecca est revenue et a raconté aux scientifiques ce qui s'était passé 2 ans auparavant. Lorsque son cas est devenu célèbre, elle a pu révéler les côtés sombres de son don, qu'elle qualifie également de malédiction. HSAM semble être un super pouvoir très cool, mais il y a un revers à la médaille. Tu sais, ce moment où, allongé dans ton lit, tu te souviens soudain d'une chose embarrassante qui t'est arrivée il y a quelques années. Par exemple, tu t'es ridiculisé lors d'une présentation, tu n'as pas su trouver la bonne phrase lors d'une dispute ou tu t'es comporté de manière très stupide lors d'un rendez-vous galant. Les personnes atteintes de HSAM ont donc un accès permanent à tous ces moments gênants. Elles peuvent se souvenir des moindres détails de tous les mauvais moments de leur vie. Et, bien sûr, ces pensées sont très difficiles à gérer. Imagine à quel point il sera difficile de s'endormir si tu commences à te souvenir et à revivre les mauvais moments de ta vie. Il serait difficile de ne pas devenir fou après des années d'une telle vie. Et le problème ne réside pas seulement dans les détails visuels les plus mineurs, mais dans la reproduction répétée de sentiments et d'émotions. Quelqu'un t'a dit quelque chose de blessant ou tu as vu des images effrayantes à la télévision il y a de nombreuses années. Tout cela peut ressurgir dans ta mémoire des années plus tard si tu es atteint de HSAM et te renvoyer les mêmes émotions. Si Rebecca se souvient d'un ça stressant survenu à l'âge de 3 ans, elle le vivra, à l'âge adulte, comme une fillette de 3 ans. De telles fluctuations émotionnelles contribuent au développement de la dépression, de l'anxiété et du stress. Et plus tu accumules d'émotions négatives, plus tu auras du mal à t'endormir le soir. C'est pourquoi Rebecca prend beaucoup de précautions dans la vie. Elle comprend que toute chose désagréable peut rester à jamais dans sa mémoire. Elle prend des médicaments pour contrôler les informations qui lui parviennent et consulte un thérapeute qui l'aide à éviter les mauvaises situations. Imagine que tu doives réfléchir à l'avance à chaque étape de ta vie.
Dois-je regarder ce film ou non? Rentrer chez moi par un autre chemin? Est-ce que je devrais lire le fil de discussion de ce type sur Twitter? Cela te rend trop prudent et limite considérablement ta vie, car tu sais que ces moments resteront à jamais gravés dans ta mémoire. Peut-être que tu éviterais de prendre des risques pour ne pas échouer. Or, une telle vie réduit les chances de réussite à tout ce point de vue. Oui, c'est cool d'avoir un HSAM si tu es né dans une famille riche, que tu voyages beaucoup, que tu n'as pas de problèmes de santé, de troubles mentaux ou sociaux, que tout te réussit et que tu es toujours heureux. Mais soyons honnêtes, presque personne n'a une telle vie. Et même les personnes riches et prospères ont des problèmes. Certains individus atteints de HSAM affirment que leurs souvenirs sont bien organisés dans le cerveau, comme des livres rangés par ordre alphabétique sur une étagère. Mais la mémoire de Rebecca est chaotique. Son cerveau est rempli de soucis. Cela lui cause souvent des insomnies et des maux de tête. Peut-être est-ce dû au fait qu'elle a également un diagnostic confirmé d'autisme. Mais la vie de Rebecca ne s'est pas transformée en cauchemar. Heureusement, elle a appris à surmonter les mauvais souvenirs par des souvenirs positifs. Si un mauvais moment commence à s'inviter dans son esprit, elle le remplace par un moment heureux de sa vie. Et c'est là l'aspect le plus intéressant de HSAM. Cette fonction du cerveau permet de résoudre des problèmes, d'apprendre rapidement quelque chose et de se souvenir de tous les livres et de tous les films. Mais ce qui est le plus génial, c'est la possibilité de faire une nouvelle expérience du bonheur. Même si tu es de mauvaise humeur, tu te rappelles combien tu t'es amusé ce jour-là au parc aquatique et ton cerveau apprécie ce moment. Cela te permet de vivre le bonheur chaque jour, à chaque minute. Au début de chaque mois, Rebecca sélectionne les meilleurs moments de ce mois au cours des années passées. Lorsqu'elle y revient, cela l'aide à combattre les mauvais souvenirs. Elle a également appris à transformer n'importe quel cauchemar en un rêve heureux et magnifique. Elle peut construire et créer tout ce qu'elle veut pendant son sommeil, et elle se souvient de tous ses rêves. Toutes les personnes atteintes de HSAM n'ont pas cette capacité, mais certaines ont également déclaré avoir fait des rêves lucides qu'elles pouvaient contrôler. Au fait, le seul souvenir que Rebecca n'a pas, c'est celui de sa naissance. Elle ne sait pas comment elle s'est sentie dans le ventre de sa mère et dit qu'elle ne voudrait pas s'en souvenir. Aujourd'hui, Rebecca mène une vie ordinaire. Elle ne souhaite pas de grands changements et aime penser et ressentir les choses comme elle en a l'habitude. Elle espère que son CAS aidera de nombreuses personnes dans le monde. C'est pourquoi elle participe à 2 études scientifiques qui peuvent aider à traiter certaines maladies du cerveau. Les hivers sont très enneigés en Suède, comme chacun le sait. La neige recouvre toutes les routes et ralentit la circulation. Et il arrive que certaines voitures rangées sur le côté de la route ne puissent en sortir qu'à l'aide d'un chasse-neige. C'est même monnaie courante. Mais un jour, lors d'une chute de neige, une chose étonnante s'est produite. Le 19 décembre 2011, un homme du nom de Peter Skillberg s'est retrouvé piégé dans la neige après être sorti de la route principale, quelque part dans le nord de la Suède. Les secours en motoneige l'ont retrouvé tout à fait par hasard, l'ont sorti de là et l'ont emmené à l'hôpital. Cela peut sembler plutôt banal, mais le plus étonnant, c'est qu'il aura fallu 2 mois pour retrouver cet homme. Et à l'extérieur, la température est descendue jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Il a survécu après avoir passé 60 jours sans eau, sans nourriture et sans source de chaleur, au milieu de vents glacés et d'interminables chutes de neige. Les gens qui l'ont trouvé ont déclaré que la voiture était ensevelie sous une couche de neige de plus d'1 mètre et que Peter Skillberg était assis, tremblotant dans un sac de couchage sur le siège arrière. Il était incapable de parler. Lorsqu'ils l'ont amené à l'hôpital, les médecins ont été stupéfaits. Ils connaissaient bien des cas où des personnes avaient survécu longtemps à un froid glacial, mais pas pendant 2 mois. Une personne peut se passer d'eau pendant plusieurs jours, mais Peter n'a pas rencontré ce problème, puisqu'il pouvait obtenir de l'eau grâce à la neige. Sans nourriture, une personne peut survivre de quelques semaines jusqu'à 3 mois. Mais qu'en est-il du froid? Comment Peter a-t-il résolu ce problème? À des températures aussi basses, il est possible de geler en quelques heures. Les médecins qui ont soigné Peter ont affirmé que son corps semblait avoir activé un mode de survie et qu'il était tombé dans un profond sommeil, tout comme les ours qui hibernent pendant l'hiver. Mais le corps humain ne peut abaisser sa température que de quelques degrés. Ce n'est pas suffisant pour survivre dans un froid à moins 30 degrés. Notre homme a peut-être bien réussi à abaisser sa température encore plus. Le cas de Peter Skillberg est devenu célèbre. Des médecins et des scientifiques du monde entier ont émis quantité d'hypothèses sur la façon dont cet homme a bien pu survivre.
Néanmoins, personne n'a pu en déterminer la raison exacte. Nombreux sont ceux qui ont affirmé qu'il s'agissait d'un véritable miracle. D'autres pensaient que ce pouvait être le résultat de plusieurs facteurs combinés, l'un de ces facteurs étant le sac de couchage. Celui-ci permet de mieux conserver la chaleur du corps, de sorte qu'à l'intérieur du sac, la température met bien plus longtemps à baisser. Un autre facteur qui a probablement joué un rôle clé est l'effet igloo. Les peuples indigènes de l'Arctique construisent des abris avec de la glace et de la neige. Tu as probablement vu ces maisons rondes sur Internet ou dans quelques films. Il ne fait pas si chaud à l'intérieur, mais le froid n'y pénètre pas non plus. La conception particulière de ces maisons permet de conserver la chaleur accumulée à l'intérieur. Les igloos peuvent protéger des vents violents, mais il n'est possible d'y survivre que si l'on porte des vêtements chauds. La voiture de Peter s'est peut-être transformée en une maison semblable. La neige qui s'y agglutinait de tous côtés aurait piégé la chaleur à l'intérieur. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il n'avait pas essayé de sortir de sa voiture pour chercher de l'aide. Mais il semble que Peter ait eu raison de s'abstenir. Il est dangereux de sortir dans de telles conditions. Tu ne sais même pas où tu es, il règne un froid glacial et le blizzard ne cesse de souffler. Mettons que tu sortes de la voiture et que tu essaies de rejoindre la route la plus proche. Tu échoues et tu reviens sur tes pas. Sauf que tu ne peux plus retrouver ta voiture parce que la neige l'a recouverte. La situation est bien plus grave. La seule solution est alors de commencer à creuser la neige et de te fabriquer un igloo. Si tu portes des vêtements chauds, ceux-ci t'aideront à conserver ta chaleur et à gagner du temps. Mais la meilleure solution aurait été de rester à l'intérieur de la voiture et d'attendre les secours. Surtout si tu ne sais absolument pas où tu es. Si tu n'as pas de moyen de communication ou de signaux lumineux à portée de main, essaie de faire un feu. La fumée peut attirer l'attention des gens qui passent sur la route la plus proche. Au bout du compte, Peter Skillberg a passé un certain temps à l'hôpital, a repris des forces et s'est finalement rétabli. Il est beaucoup plus sûr de se trouver dans une pièce froide bien fermée ou dans un igloo pendant un blizzard. Cependant, si tu es coincé dans une zone de gel intense sans vêtements chauds, tu disposes d'environ 30 minutes jusqu'à 2 heures. Peut-être même moins si tu ne t'actives pas. Mais en 1980, un autre miracle s'est produit qui a défrayé la chronique et stupéfait les médecins de tous les États-Unis. Jean Hilliard, 19 ans, rentrait de nuit en voiture dans la petite ville de Lyngby. Elle a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvée dans un fossé. La jeune fille a décidé de rejoindre la maison de son amie à pied. Elle a fini par l'apercevoir, mais elle n'y est jamais parvenue car elle était trop faible. Soudain, Jean est tombée et a perdu connaissance à quelques pas de son but. Jean Hilliard portait un manteau d'hiver léger, de petites bottines et un pantalon. Elle n'était donc pas vraiment préparée à affronter des conditions météorologiques aussi difficiles. Il y avait un fort blizzard et des chutes de neige, si bien que personne ne l'a remarqué. L'ami chez qui se rendait Jean n'a vu la jeune fille gelée qu'au petit matin, tout près de son Porsche. Jean Hilliard sera resté allongé dans le froid pendant 6 heures. Son corps était dur et froid comme de la pierre, ses yeux semblaient vitreux. L'homme qui avait retrouvé la jeune fille était certain qu'elle n'avait pas pu survivre. Mais il a remarqué l'humidité qui s'échappait de son nez. Elle respirait. Il l'a donc emmenée à l'hôpital. Le corps de la jeune fille ne se pliant pas, il était extrêmement difficile de la mettre dans la voiture. Les médecins se sont immédiatement précipités pour aider Jean, mais ce n'était pas si facile. Ils ne pouvaient même pas lui faire d'injection, car les aiguilles se pliaient constamment. Les muscles de Jean étaient gelés et bien trop rigides. Son corps s'était mis en mode urgence et avait cessé d'irriguer ses muscles et ses tissus mous. Tout le sang était dirigé vers ses organes vitaux. De même, en mode urgence, notre organisme est capable de ralentir tous les processus internes du corps. Le cœur bat plus lentement, les poumons consomment moins d'oxygène et le métabolisme s'arrête presque. Ces économies d'énergie ont permis à la jeune fille de survivre. Mais les médecins ont été encore plus surpris de constater que Jean n'avait pas eu de séquelles graves. Elle a eu quelques engelures, mais les cristaux de glace n'ont pas endommagé sa peau ou ses tissus mous. Les médecins ont décidé de réchauffer la jeune fille à l'aide de coussins chauffants. Ils ont ensuite réussi à lui injecter des médicaments. Quelques heures plus tard, elle reprenait conscience et des examens ultérieurs ont montré que Jean était en parfaite santé. Par ailleurs, il n'y a pas que dans la nature que l'on peut se retrouver piégé en cas de mauvais temps. Tu peux rester coincé dans l'ascenseur d'un immeuble bondé en plein Manhattan, et ce, sans que personne ne le sache. C'est ce qui est arrivé en 1999 à Nicholas White. Ce manager de 34 ans travaillait tard au bureau et avait décidé de prendre une pause.
Après avoir pris l'air, Nicolas a appelé l'ascenseur pour retourner au 43e étage. Mais il s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Il était déjà assez tard et presque tous les employés avaient quitté le bâtiment. Mais le pire, c'est qu'on était vendredi soir. Nicolas n'avait ni téléphone, ni nourriture, ni eau. Il a appuyé sur le bouton d'appel d'urgence, mais personne ne lui a répondu. Les caméras fonctionnaient parfaitement, mais les gardes ne l'avaient pas remarqué. Le bâtiment était pratiquement vide. Nicolas luttait contre la claustrophobie, faisant les 100 pas, sautait, s'allongeait, essayait de forcer les portes et attendait que quelqu'un vienne enfin le secourir. Des techniciens se trouvaient aux autres étages, mais ils ne l'ont pas entendu. Quelques collègues étaient même restés dans le bureau où ils travaillaient, mais ils étaient persuadés que Nicolas venait de rentrer chez lui. Ils ont fini par quitter le bureau en empruntant d'autres ascenseurs et ne se sont même pas rendus compte qu'il avait laissé toutes ses affaires derrière lui. Nicolas était désespéré. Il ne serait secouru que 41 heures plus tard. Il était allongé sur le sol de l'ascenseur, accablé par la soif, lorsqu'il a soudain entendu une voix provenant du haut-parleur de l'ascenseur. « Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Les secours ont extirpé notre homme de cette boîte métallique et les propriétaires de l'immeuble lui ont versé une coquette indemnité pour ce désagrément. En dépit de ce véritable cauchemar, Nicolas n'a jamais cessé d'utiliser les ascenseurs. Et oui, quand on vit à Manhattan, il serait assez problématique de s'en passer. On peut donc dire que pour Nicolas, la vie a ses hauts et ses bas. Prison d'Aomori, Japon, 1936. Yoshi Shiratori faisait les 100 pas à l'intérieur de sa cellule, ruminant le fait qu'il ait été accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il ne méritait pas de passer le restant de ses jours en tant que détenu. Il lui fallait s'échapper de cet endroit insalubre, inhumain et glacé où il était maltraité jour après jour. Mais comment ? La prison d'Aomori n'était pas la plus facile à fuir. Il devait donc faire preuve d'ingéniosité et de patience pour mettre au point un plan infaillible. Shiratori commença par observer la routine des gardiens. Conscient qu'une seule petite erreur pouvait lui être fatale, il devait mémoriser leurs moindres faits et gestes avec une grande précision. Après avoir étudié leurs horaires pendant des mois, il se rendit compte qu'il y avait un trou de 15 minutes dans leur patrouille, de 5h30 à 5h45. Il avait trouvé sa fenêtre d'évasion. Mais il restait à comprendre comment forcer la serrure de sa cellule. Shiratori n'était pas du genre à baisser les bras devant un pareil obstacle. Les prisonniers recevaient des seaux de bain lorsque venait l'heure de leur toilette. À sa grande surprise, Shiratori se rendit compte que ces seaux étaient cerclés d'un anneau métallique qu'il pourrait utiliser comme du fil de fer. Un jour, il en ramena donc un secrètement dans sa cellule et attendit l'heure propice à son évasion. Lorsque l'horloge sonna à 5h30 et que la voie fut enfin libre, Shiratori passa à l'action. Ses mains tremblaient à cause du froid tandis qu'il essayait de crocheter la serrure. Et la peur d'être pris n'aidait pas non plus. Il lui fallut quelques minutes, mais il parvint enfin à ouvrir la porte de sa cellule et à courir vers sa liberté. À 5h45, les gardiens revinrent contrôler la cellule. Pour eux, tout semblait normal. Shiratori dormait profondément dans son lit. Mais bien sûr, ce qu'ils ne purent réaliser, c'est que ce n'était pas lui qui se trouvait sous les couvertures. Avant de partir, Shiratori avait placé des morceaux de parquet sur son futon pour tromper les gardes et gagner du temps. Personne ne se douta donc de rien jusqu'au lendemain matin, mais à ce moment-là, Shiratori avait disparu depuis longtemps. Cependant, ce n'était là que le début de l'épopée de Shiratori, qui serait plus tard connue comme une légende de l'évasion. 3 jours après sa première escapade, Shiratori se fit à nouveau prendre alors qu'il tentait de voler de quoi se soigner dans un hôpital. Et c'est ainsi qu'il retourna en prison. Cette fois, il fut condamné à la perpétuité pour sa tentative d'évasion. Il n'avait plus le moindre espoir de revoir un jour sa femme ni sa fille. Tous ces mois de préparation n'avaient servi à rien. Et pour couronner le tout, en 1942, il fut transféré à la prison d'Akita, où les conditions seraient encore plus dures qu'auparavant. Les gardiens, qui avaient entendu parler de son évasion, étaient bien décidés à faire de lui un exemple.
En plus de tous les travaux manuels ardus dont il devait s'acquitter, il était forcé de dormir sur un sol dur en béton pendant les grands froids de l'hiver. Et lorsqu'il ne travaillait pas, il était placé en isolement pendant de longues périodes, afin de s'assurer qu'il ne pourrait jamais tenter quoi que ce soit. Le fait est que cette cellule d'isolement avait été spécialement conçue pour empêcher quiconque de s'en échapper. Elle était très exiguë, avec un plafond très haut et des parois de métal lisse qu'il était impossible d'escalader. De plus, il était même impossible d'y apercevoir le soleil. L'unique fenêtre de la cellule, minuscule, était située au plafond. Et comme si ce n'était pas suffisant, Shiratori était menotté et maltraité par les gardes en permanence. Cependant, l'un d'entre eux, Kobayashi, eut pitié de lui et se souciait de sa santé. C'est pourquoi il prenait de temps en temps de ses nouvelles, ce qui rendit sa vie carcérale un peu plus supportable à l'intérieur de ce terrible endroit. Une nuit d'orage, cependant, le 15 juin, aux environs de minuit, les gardiens jetèrent un coup d'œil dans la cellule d'isolement et n'en revinrent pas. Shiratori était introuvable et il ne restait que ses menottes. Mais comment avait-il fait ? Tout d'abord, Shiratori connaissait toutes les astuces pour se défaire des menottes. Elles ne fonctionnaient donc tout simplement pas sur lui. Une fois ses mains libérées, en appuyant ses paumes et la plante de ses pieds sur les parois de cuivre lisse, il escalada le mur avec facilité. La fenêtre du plafond était scellée, mais Shiratori avait remarqué que le cadre en bois qui l'entourait commençait à pourrir. Alors, nuit après nuit, il y était monté quand les gardes ne regardaient pas et avaient peu à peu entamé l'encadrement. Il parvint finalement à en briser les barreaux rouillés. Cependant, il lui fallut attendre une nuit d'orage afin qu'une fois sorti, personne ne puisse entendre ses pas sur le toit. 3 mois plus tard, Shiratori frappa à la porte de celui qu'il croyait être son ami, Kobayashi. Il s'attendait à ce qu'il se tienne à ses côtés dans sa lutte contre un système carcéral aussi corrompu. Comme c'était le seul gardien qui le respectait, Shiratori eut l'impression qu'il pouvait lui faire confiance. Mais ce fut une grosse erreur. Lorsque Shiratori se rendit aux toilettes, Kobayashi ne perdit pas de temps pour informer les autorités de sa présence. Shiratori fut donc arrêté et, pour la 3e fois, renvoyé en prison. Comme il avait acquis un statut quasi légendaire, les autorités voulaient s'assurer qu'il ne pourrait aucunement s'échapper une 3e fois. Elles l'envoyèrent donc à la prison d'Abashiri, la plus tristement célèbre et la mieux sécurisée. Elle se trouvait dans le nord du pays où il neigeait presque constamment, si bien qu'aucun prisonnier n'osait s'en échapper avec un si mince uniforme sur le dos. Au début, il fut jeté dans une cellule ouverte, exposé au froid extrême, alors qu'il portait encore son uniforme de prison d'été, et les gardiens furent atroces avec lui. Une fois, il lui arriva d'entrer dans une telle rage qu'il brisa ses menottes devant eux. Mais cela ne fit qu'empirer les choses. Il se retrouva enfermé dans une cellule avec de lourdes entraves de fer autour de ses poignets et de ses chevilles qui auraient nécessité 2 longues heures pour être retirées par un forgeron. Shiratori jura à nouveau de s'échapper, mais cette fois, cela semblait rigoureusement impossible. Et pourtant, une fois de plus, il trouva un moyen. Chaque jour, lorsque les gardiens livraient leur déjeuner aux prisonniers, Shiratori faisait couler sa soupe miso sur ses lourdes chaînes ainsi que sur la fente à repas de la porte de sa cellule. Ainsi, le métal s'usa lentement et il parvint enfin à se dépêtrer de ses chaînes. Le trou, cependant, était encore trop étroit pour un homme adulte. Alors, Shiratori se déboîta l'épaule pour passer par la trappe. Il était à nouveau un homme libre et le premier à s'être jamais évadé de la prison d'Abashiri. Il parvint à vivre caché pendant plus d'1 an, mais fut rattrapé après s'être battu avec un fermier auquel il avait dérobé une tomate. Les autorités ne comptaient plus rien laisser au hasard et l'incarcérèrent dans la prison de Sapporo. La seule ouverture de sa cellule était plus petite que sa tête. Et des gardiens étaient postés devant 24 heures sur 24. On peut donc imaginer le choc qu'ils ressentirent un jour lorsqu'ils ne retrouvèrent pas Shiratori.
Cette fois, il avait réussi à s'échapper en creusant un tunnel sous son lit à l'aide de son bol de soupe. Il fut de nouveau un homme libre pendant 1 an, jusqu'au jour où un officier s'assit à côté de lui sur un banc dans un parc. Il ne s'était même pas rendu compte de sa véritable identité, mais Shiratori fut si touché par sa bienveillance qu'il décida de se livrer. Il fut arrêté une fois de plus, mais cette fois, après avoir examiné son cas, le tribunal révoqua les conditions drastiques de sa peine et l'envoya dans la prison bien plus confortable de Fushu à Tokyo, d'où il fut libéré plus tôt pour bonne conduite. Et, enfin, il put retrouver sa fille en tant qu'homme véritablement libre. Tu veux entendre quelque chose de choquant ? Dans une prise électrique ordinaire, comme celle que tu utilises pour charger ton téléphone, la tension est de 220 volts. Une ligne électrique à haute tension qui fournit de l'électricité à des dizaines de bâtiments a une tension de 100 000 volts. La tension d'un coup de foudre est de plus de 10 millions de volts. Et la température de l'éclair est presque 2 fois supérieure à celle de la surface du Soleil. Et cette charge incroyable vole à une vitesse à peine 2 fois et demie plus lente que la vitesse de la lumière. Alors, imagine ce qui peut arriver si tu es frappé par la foudre. Voici quelques éléments pour te donner une idée. La décharge traverse ton corps en 1 centième de seconde. L'éclair peut arrêter ton cœur et perturber tout ton système nerveux. Au début, tu ne te rendras peut-être même pas compte de ce qui s'est passé. Tu perdras peut-être connaissance et ton corps sera en état de choc. Chaque jour, il y a plusieurs millions d'impacts de foudre dans le monde. Heureusement, tu as assez peu de chances d'être frappé par l'un d'eux. La probabilité que la foudre te frappe est d'environ 1 sur 15 300. Toutefois, environ 20 000 personnes sont frappées par la foudre chaque année. Les chances que la foudre te frappe 2 fois sont encore plus faibles. Et quelles sont les chances que tu sois frappé par la foudre 7 fois au cours de ta vie ? Cela semble impossible, mais un homme en a pourtant fait l'expérience. Il s'appelait Roy Sullivan. Il est né en 1912 à Greene County, en Virginie, dans une grande famille de 7 enfants. Roy était un garçon ordinaire et n'était pas différent de ses frères et sœurs. Mais pour une raison inconnue, la nature semblait l'avoir choisi. En 1936, il a commencé à travailler comme ranger au parc national de Shenandoah. C'est là que la foudre l'a frappé 7 fois en 35 ans. Le premier accident s'est produit en avril 1942. Ce jour-là, un violent orage a commencé à gronder. Roy s'est réfugié dans une toute nouvelle tour de guet qui n'était pas encore équipée de paratonnerre. La foudre a frappé le bâtiment à plusieurs reprises. Un incendie s'est déclenché à l'intérieur et Roy s'est enfui en courant. Dès qu'il s'est retrouvé à quelques mètres de la tour, la foudre a frappé son orteil et a fait un trou dans sa chaussure. L'incident suivant s'est produit 27 ans plus tard, en juillet 1969. Roy travaillait toujours dans le parc national. Il conduisait sa Jeep sur un terrain vallonné lorsqu'un orage a commencé. Un éclair l'a frappé par la fenêtre ouverte du véhicule. La charge a brûlé ses sourcils et ses cils et a légèrement touché ses cheveux. Roy a perdu connaissance et la voiture a continué à avancer. Elle s'est immobilisée juste au bord de la falaise. 15 minutes plus tard, Roy a repris ses esprits. 1 an plus tard, en juillet 1970, le 3e incident s'est produit. Le temps était au beau fixe, mais en quelques minutes, les nuages sont devenus plus épais et un orage a commencé. La foudre a frappé un transformateur près de Roy. L'homme s'est enfui aussi vite que possible, mais la nature l'a encore rattrapé. Cette fois, la foudre a frappé son épaule. 2 ans plus tard, en 1972, la foudre a frappé Roy pour la 4e fois alors qu'il travaillait dans une station du parc national. La charge a mis le feu à ses cheveux et l'homme a couru à la salle de bain et a utilisé une serviette humide pour éteindre les flammes sur sa tête brûlante. À partir de ce moment, Roy a commencé à soupçonner qu'une force maléfique invisible le poursuivait. Il a commencé à avoir toujours sur lui une bouteille d'eau pour éteindre le feu en cas de nouveau coup de foudre. Le 5e s'est à nouveau produit dans le parc national en 1973. Roy a trébuché sur un rocher et est tombé. À ce moment-là, il a remarqué des nuages d'orage dans le ciel. Effrayé, il a couru jusqu'à sa Jeep et monté à l'intérieur et a appuyé sur l'accélérateur. Il a conduit aussi loin que possible de la zone. Puis il s'est arrêté et est sorti de la voiture pour voir où se trouvait l'orage. Et à ce moment-là, la foudre a frappé à nouveau. Elle a traversé son bras gauche et sa jambe gauche et a mis le feu à sa chaussure.
Roy est rapidement remonté dans son véhicule et a éteint le feu à l'aide de sa bouteille d'eau. Le 6e incident s'est produit en 1976. Roy se promenait le long d'un sentier dans le parc, à seulement 1 kilomètre de l'endroit où la foudre l'avait frappé la dernière fois. Des nuages d'orage sont à nouveau apparus. Un éclair a jailli et a frappé Roy dans la paume de sa main. Après ce 6e coup, il a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas dans le parc. Et après 40 ans de bons et loyaux services, il a finalement décidé d'arrêter son travail. Il espérait que les éclairs cesseraient de le poursuivre, mais il avait tort. À ce moment-là, l'homme était déjà devenu une célébrité. Mais ce n'était pas vraiment à son avantage. Les gens avaient peur d'être près de lui car ils croyaient que la foudre pouvait les frapper à tout moment. Les journalistes ont donné à Roy Sullivan les surnoms de Ranger étincelle et paratonnerre humain. Bien sûr, cela ne plaisait pas du tout à Roy, qui se sentait très seul. Il souffrait aussi d'une peur constante et d'un sentiment de persécution. Il s'attendait en permanence à ce que la foudre lui tombe dessus. Heureusement, il était marié et sa femme le soutenait et l'aidait beaucoup. Après avoir quitté son emploi, Roy a décidé de déménager avec sa femme dans la petite ville de Dooms en Virginie. Sachant que Doom signifie malédiction en anglais, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Une année s'est écoulée sans nouvel accident. Puis, le 25 juin 1977, la foudre a de nouveau frappé Roy. Il était allé pêcher à l'étang tôt le matin. La pêche était bonne, mais le ciel était couvert. Roy a immédiatement senti qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Il y avait une odeur de soufre et les poils de ses bras se sont hérissés. Tout son corps était tendu. La foudre a frappé Roy à la tête, traversant sa poitrine et son estomac. L'homme a couru jusqu'à sa voiture pour se mettre à l'abri. À ce moment-là, un ours affamé est sorti de la forêt. Il s'est approché du seau de Roy, plein de truites qu'il avait attrapées. Roy a couru hors du véhicule avec ses cheveux encore tout fumants pour chasser l'animal. Après le 7e coup de foudre, il a perdu l'ouïe de son oreille gauche et a réalisé qu'il ne pouvait se cacher de la foudre nulle part. Sa femme avait peur d'être avec lui dehors pendant un orage. Un jour, alors qu'elle étendait du linge dans le jardin, Roy est sorti de la maison pour l'aider. Quelques minutes plus tard, la foudre a frappé sa femme. Heureusement, elle n'a pas été gravement blessée. Après cela, en plus de la peur et de la solitude, il a ressenti de la culpabilité. Bien sûr, de nombreux médecins et scientifiques ont essayé d'aider Roy, mais personne n'a réussi à trouver la raison de cet étrange phénomène. D'un point de vue purement scientifique, ce n'était à chaque fois qu'une coïncidence. Les mathématiques et la physique étaient impuissantes. Avec de telles réponses de la part des scientifiques, Roy pensait que des forces invisibles le poursuivaient ou que le destin le punissait pour quelque chose. La réponse se trouve peut-être dans le passé de l'homme. Le service des parcs nationaux et les médecins ont documenté les 7 fois où il a été frappé par la foudre. Mais il y en a eu une 8e, ou plutôt une première, qui n'a pas pu être confirmée. Selon Roy, la foudre l'avait déjà frappé dans son enfance, alors qu'il aidait son père à faucher le blé. La décharge avait touché la lame de la faux. Personne d'autre que le garçon ne l'avait vue. Peut-être qu'à ce moment-là, la foudre a changé quelque chose dans son corps et l'a rendu plus attirant pour les prochains coups. Car il faut savoir que la foudre choisit toujours le chemin qui présente la moindre résistance. Voici comment se produit la foudre. Les particules de pluie, de glace et de neige entrent en collision les unes avec les autres à l'intérieur d'un orage. Ce processus augmente le déséquilibre entre les nuages et le sol, chargeant négativement les couches inférieures des nuages. Les éléments au sol, comme les arbres et la terre, se chargent positivement et créent un autre déséquilibre. La nature essaye de remédier à ce déséquilibre entre deux charges opposées en faisant passer un courant électrique à travers elles. La nature a peut-être ressenti un déséquilibre de charge dans le corps de Roy et a essayé d'y remédier. Mais pourquoi a-t-il toujours été frappé à un intervalle d'1 ou 2 ans? D'ailleurs, plus de 20 ans se sont écoulés entre le premier et le deuxième coup. Les scientifiques ne savent toujours pas expliquer ce qui lui est arrivé. Peut-être que Roy était simplement un homme attirant. Comme on pouvait s'en douter, Roy Sullivan a été inscrit dans le livre Guinness des records comme la personne la plus souvent frappée par la foudre dans le monde. Nous sommes en Angleterre, dans le village de Turville, en 1871. Dans une rue de ce village se trouve une maison particulière.
Elle n'est pas différente des autres, mais beaucoup de gens restent devant et attendent quelque chose. Les portes de la maison s'ouvrent. Plusieurs adultes en sortent, ils ont l'air surpris et disent que toutes les rumeurs se sont avérées vraies. Une femme sort sur le porche et invite d'autres personnes à entrer. Tu en fais partie. Tu entres, tu te diriges vers la chambre et tu vois une fille de 11 ans qui dort sur le lit. Elle a l'air pâle et mince. Malgré les conversations bruyantes des gens dans la pièce, elle ne se réveille pas. Sa mère dit que cela fait 6 mois qu'elle s'est endormie. Tu quittes la pièce et les personnes suivantes entrent pour voir de leurs propres yeux la fille endormie. Ceci est l'histoire du sommeil le plus long de l'histoire. Le record appartient à une fille nommée Hélène Sadler qui a dormi pendant 9 ans. Elle est née dans le village anglais de Turville, dans la seconde moitié du 19e siècle, dans une grande famille. Hélène était le 12e enfant de la fratrie. Ses parents n'étaient pas riches et travaillaient dur pour joindre les deux bouts. Ils ont appris à leurs enfants à les aider dès leur plus jeune âge, et Hélène ne faisait pas exception. Quand elle a eu 11 ans, elle a quitté la maison pour travailler comme nounou dans une ville voisine. Alors qu'elle était loin de sa famille et entourée d'inconnus, Hélène a commencé à se sentir mal. Elle avait des maux de tête et ressentait une certaine somnolence. Ces symptômes sont devenus si graves que la jeune fille ne pouvait plus travailler correctement. Elle est retournée chez elle au village et ses parents l'ont envoyée à l'hôpital. Les médecins ne savaient pas comment l'aider car ils ne parvenaient pas à diagnostiquer son mal. Ils ont passé 18 semaines à essayer de guérir la pauvre fille, mais elle était toujours malade. Hélène a fini par être renvoyée de l'hôpital. Après être rentrée chez elle, elle a continué à souffrir de graves maux de tête et de somnolence. Elle se sentait de plus en plus mal. Et puis, un jour, elle s'est tranquillement allongée dans son lit et s'est endormie. Elle ne s'est réveillée qu'au bout de 9 ans. Pendant tout ce temps, la mère de la jeune fille s'est occupée d'elle. Elle lui a donné du lait et du thé. La fille endormie perdait du poids et de la force. Bientôt, tout le village a appris l'existence d'Hélène. Les gens ont commencé à venir chez elle pour assister à ce phénomène inhabituel. Ils la regardaient, essayaient de la réveiller et parlaient d'elle à leurs amis. La nouvelle de la jeune fille endormie s'est répandue dans tout le pays. Hélène est devenue une attraction. Des gens de toute l'Angleterre venaient voir la fille qui dormait depuis plusieurs années. Ils ont surnommé la maison où vivait la famille d'Hélène le chalet endormi. Des médecins et des journalistes y venaient. Un journaliste du Daily Telegraph a décrit que le corps de la fille était faible et mou. Ses pieds étaient glacés et ses lèvres étaient bleues. La respiration de l'enfant était à peine perceptible. Il semblait que la vie quittait lentement son corps. La famille de la jeune fille a reçu des dons pour les soins de la fille. Mais beaucoup de gens ont pensé que c'était de la comédie. Pour une raison inconnue, la mère n'a pas permis au médecin de rester longtemps avec Hélène. Certains ont dit que sa mère lui donnait des somnifères tous les jours pour ne pas la laisser se réveiller. Et puis, quelqu'un a affirmé qu'il avait vu une fille éveillée assise près de la fenêtre. De plus, la mère de la fille a rejeté la proposition des médecins de procéder à un examen médical dans un hôpital de Londres. Il est peu probable qu'on découvre toute la vérité à son sujet, puisqu'il n'y a pas eu de diagnostic officiel de la part des médecins. Il est possible que la fille soit tombée dans le coma ou ait souffert d'une autre maladie inconnue de la science au XIXe siècle. Il pourrait s'agir d'un trouble chronique du sommeil ou narcolepsie qui conduit à des excès de somnolence incontrôlables. Tu peux marcher dans la rue et avoir tellement envie de dormir que tu tombes par terre. Hélène a grandi dans une famille nombreuse et s'est habituée très tôt à travailler dur. Peut-être que la fatigue intense et le manque de sommeil ont provoqué cette narcolepsie. Quoi qu'il en soit, cette histoire s'est bien terminée. Un jour, Hélène Sadler s'est réveillée. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé et a été très surprise lorsque sa famille lui a raconté le rêve qui durait depuis 9 ans. La croissance de la jeune fille a été un peu ralentie et sa vue s'est détériorée, mais sa santé n'était pas en danger. Hélène s'est mariée et a eu 6 enfants. En 1911, à l'âge de 50 ans, elle est décédée. Intéressons-nous maintenant à l'histoire totalement opposée de la personne qui a établi un record de la plus longue durée sans dormir. En janvier 1964, Randy Gardner, un lycéen de 17 ans, a affirmé être resté éveillé pendant plusieurs semaines. L'expérience a commencé en décembre et s'est terminée en janvier. Et à la fin de cette période, il se sentait plutôt normal. Cet événement a été inscrit dans le livre Guinness des records et a permis aux scientifiques d'en apprendre beaucoup sur la structure du cerveau humain. Randy voulait mener un projet scolaire scientifique lié au sommeil.
Il devait rester éveillé le plus longtemps possible et son ami devait s'assurer qu'il était toujours éveillé. Au début, tout s'est bien passé. L'ami de Randy tenait un journal où il notait les moindres changements dans le corps du sujet. Randy a tenu le coup facilement pendant les 2 premiers jours. Au bout de 3 jours, ses capacités cognitives et sensorielles ont commencé à décliner. Le 4e jour, Randy s'est senti malade. Il a marché dans sa maison et a reniflé des agrumes. L'odeur des citrons et des oranges l'a aidé à se débarrasser de cet état maladif. Pendant la journée, Randy jouait au basket et allait au bowling avec ses amis. Les soirées étaient ennuyeuses car il ne savait pas quoi faire. Mais malgré tout, Randy ne se couchait toujours pas. Au bout d'une semaine, Randy a montré d'excellents résultats au basket. Ses aptitudes physiques n'avaient pas changé. Son discours était clair et logique. À ce moment-là, les médias de tout le pays parlaient de Randy et de son expérience. Il est devenu une célébrité et cela l'a aussi aidé à rester éveillé. Des scientifiques sont venus voir Randy. À l'aide de questions mathématiques, ils ont testé ses capacités intellectuelles. Et là, il a montré de mauvais résultats. Il était en train de résoudre un problème mathématique, mais il a oublié ce qui se passait et ce qu'il était en train de faire. Les scientifiques ont scanné son cerveau et ont enregistré les données de son activité. Puis, le 8 janvier 1964, à 2h du matin, Randy a battu le précédent record de temps sans sommeil. Il était resté éveillé pendant 264 heures. Les scientifiques ont placé des électrodes sur sa tête lorsqu'il s'est endormi et ont observé l'activité cérébrale. Randy s'est réveillé après quelques heures de sommeil pour aller aux toilettes. Ensuite, il s'est recouché et ne s'est levé qu'après 14 heures de sommeil. Il est retourné à l'école de très bonne humeur. Tout le monde était choqué. Il semblait que cette expérience a priori traumatisante pour le cerveau n'avait pas eu de conséquences négatives pour Randy. Il a continué à étudier comme avant, à jouer au basket et à passer du temps avec ses amis. Les scientifiques ont analysé les résultats des recherches sur le cerveau et ont découvert que le cerveau de Randy dormait légèrement pendant tout ce temps. On appelle cela des micro-sommeils. Et ce qui est curieux, c'est que la personne qui en fait l'expérience peut ne même pas remarquer qu'elle est techniquement en train de dormir. Plusieurs années ont passé et tout le monde a oublié cette histoire. Randy a grandi. Un jour, un journaliste s'est souvenu de l'expérience de Randy et l'a interviewé. Il a admis que l'expérience ne s'était pas passée sans laisser de traces. Pendant de nombreuses années, Randy a souffert de graves insomnies. Cela le rendait fou. Il a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour surmonter cette maladie. Heureusement, il a réussi à adapter son régime de sommeil. Randy dormait 6 heures par jour et ça lui suffisait. Répéter cette expérience est une mauvaise idée. Même 2 jours sans sommeil représentent un stress important pour le corps. Pendant des milliers d'années, les gens ont survécu à la faim et à des conditions de travail difficiles. Notre cœur est entraîné à subir des charges élevées et notre corps peut survivre à des situations difficiles. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, notre corps n'a jamais eu à faire face au manque de sommeil. L'évolution ne nous a pas appris à surmonter des nuits blanches sans conséquences. C'est pourquoi se priver de sommeil est si mauvais pour notre santé. Peu d'histoires de survie peuvent rivaliser avec le miracle qui est arrivé au lieutenant-colonel de marine William Henry Rankin en 1959. Découvre-le par toi-même. Un mauvais jour, cet homme a failli se noyer, en tombant du ciel. Es-tu en train de dire que cela semble trop paradoxal pour être vrai? Alors, assieds-toi, je vais te raconter une histoire. Le 26 juillet 1959, Rankin pilotait son F-8 Crusader, un avion supersonique monomoteur, le long de la côte de Caroline du Nord. Il s'agissait d'un volume à haute altitude et Rankin, ainsi que son ailier, le lieutenant de marine Herbert Nolan, volait à plus de 14 350 mètres. Leurs jets, surnommés Candy Stripers, en raison de leur couleur orange et gris argenté inhabituelle, se déplaçaient dans l'air sans à-coups et à la vitesse de l'éclair. La seule chose qui pourrait poser problème était un orage qui faisait rage bien en dessous des avions, mais il ne présentait aucune menace pour l'instant. Cependant, les pilotes étaient censés traverser cette tempête pour se rendre à la base aérienne des Marines de Beaufort, en Caroline du Sud. Les choses ont empiré lorsque l'avion s'est trouvé à environ 14,5 km et à quelques minutes de la base militaire. Soudain, le moteur de Rankin s'est arrêté et le voyant d'incendie s'est allumé. Incapable de redémarrer le moteur qui a perdu toute sa puissance, l'homme savait qu'il n'avait pas beaucoup d'options. C'est pourquoi, tentant désespérément d'empêcher son avion de prendre de la vitesse et de piquer du nez, Rankin a annoncé par radio à son partenaire
Panne moteur, je dois m'éjecter. La décision était terrifiante, car l'altitude était trop élevée, et le Marine n'avait pas de combinaison pressurisée. La seule chose qui pouvait l'aider à survivre était un masque à oxygène avec une réserve d'oxygène limitée. Quoi qu'il en soit, le pilote n'avait pas le choix. Sans hésiter, il a tiré la poignée aérienne qui a déclenché l'éjection, et en un rien de temps, il était dans les airs, et son avion a disparu dans les nuages en dessous. Rankin s'est retrouvé alors en chute libre, à une altitude de 12 200 mètres, avec une température de moins 55 degrés C. Habituellement, les parachutistes sportifs effectuent leur saut à une altitude comprise entre 1070 et 3050 mètres. Seuls les experts très expérimentés sautent à des altitudes supérieures à 4600 mètres. Même dans ce cas, cela peut entraîner de graves complications s'ils ne disposent pas de tout l'équipement nécessaire, y compris d'une combinaison pressurisée, dont Rankin ne disposait pas, comme tu t'en souviens. Cela signifie que lorsque l'homme s'est retrouvé dans les airs à une altitude sans précédent, il a subi une grave décompression. Il a eu l'impression que son estomac avait doublé de volume et que son nez était sur le point d'exploser. Ses yeux, ses oreilles et sa bouche se sont mis à saigner. Pendant les quelques instants qui lui ont glacé le sang, le Marine était persuadé que la décompression l'achèverait sur le champ. Il était loin de se douter qu'une épreuve bien plus grave l'attendait. Rankin continua à tomber, et tout ce qu'il pouvait ressentir, outre la peur qui l'envahissait, c'était le froid choquant. Ce poignet et ses chevilles le brûlaient, comme si quelqu'un avait mis de la glace directement sur sa peau. Il a perdu l'un de ses gants en quittant l'avion, et sa main gauche était complètement engourdie. Pour couronner le tout, il était encore en chute libre. Bien sûr, le pilote avait un parachute, mais celui-ci était censé se déployer automatiquement à une altitude de 3050 mètres. Et même si Rankin avait décidé de l'ouvrir, il n'aurait tout simplement pas pu le faire. C'est pourquoi, en quelques secondes et à une vitesse vertigineuse, l'homme a percuté la tempête qu'il pilotait quelques minutes auparavant. C'est alors qu'une autre calamité s'est produite. Rankin tombait à travers les nuages noirs sans visibilité depuis environ 5 minutes, entouré d'éclairs, de pluie, de grêle et de vents violents, quand le baromètre qui était censé déployer automatiquement son parachute s'est déréglé. Trompé par la violence du climat autour du Marine, il s'est déclenché prématurément, et l'homme s'est retrouvé coincé au beau milieu d'un orage. Mais ce n'était pas n'importe quel orage. Non, le malheureux pilote de chasse de 39 ans a plongé directement dans un cumulonimbus. Ces nuages, qui ressemblent souvent à d'énormes champignons gonflés, sont incroyablement denses et ont tendance à apparaître dans les zones où l'atmosphère est extrêmement instable. De plus, ces nuages sont verticaux, et les sommets des plus monstrueux d'entre eux peuvent atteindre une hauteur de 20 et 1500 mètres. Plus le cumulonimbus est haut, plus il est instable et violent à l'intérieur. C'est dans cette situation que Rankin s'est retrouvé après que son parachute s'est ouvert trop tôt. Par ailleurs, même si son parachute s'était déployé à l'altitude supposée de 3050 mètres, l'homme aurait quand même été aspiré dans les nuages par le courant ascendant. Quoi qu'il en soit, le pilote ne pouvait pas se permettre de ruminer tout cela. Son corps était ballotté comme s'il n'était qu'une poupée de chiffon. Il heurtait la toile de son parachute, retombait et recommençait ce cycle. Le ballottement était tel que même le pilote de chasse expérimenté avait le mal de mer. Les éclairs claquaient et crépitaient autour de Rankin. Et même s'il n'entendait pas le tonnerre à proprement parler, il le sentait vibrer dans son corps. Les grêlons étaient si gros qu'à certains moments, Rankin craignait qu'il ne déchire de son parachute. Mais le pire s'est produit lorsque le pilote traversait la pluie dans sa chute. Pendant plusieurs instants terrifiants, l'homme a été persuadé qu'il allait se noyer. Il essayait de respirer, mais n'aspirait que des gorgées d'eau. S'il était resté plus longtemps dans cette zone de la tempête, se noyer en tombant dans les airs serait devenu une réalité effrayante. Il essaya de retenir sa respiration, mais c'était une chose très dangereuse à faire en tombant à une vitesse vertigineuse. Pendant ce temps, Rankin était lui aussi projeté de haut en bas, parfois jusqu'à 1500 mètres à la fois. Il avait l'impression d'être en chute libre depuis une éternité, avec des décharges d'air comprimées qu'il frappait en permanence. Heureusement, les bonnes choses, mais aussi les mauvaises, ont une fin. Lorsque Rankin a finalement atteint le bas de la tour de cumulonimbus, il était à l'intérieur depuis plus de 40 minutes angoissantes. Le pilote était choqué de découvrir qu'il était relativement indemne, que la foudre ne l'avait pas effleuré, que son parachute était en un seul morceau et qu'il ne s'était pas noyé dans l'eau de pluie. Il ne lui restait plus qu'à se préoccuper d'un atterrissage en toute sécurité.
Au début, Rankin descendait vers une clairière, mais sa malchance continuait, car, au dernier moment, une puissante rafale de vent l'a projeté dans un arbre. Le parachute s'est emmêlé dans les branches et le pilote s'est cogné la tête contre le tronc. Heureusement, il portait encore son casque et n'a pas perdu connaissance. Après s'être libéré et s'être relevé en titubant, le pilote a boité dans la forêt jusqu'à ce qu'il trouve une route de campagne. Mais faire du stop s'est avéré être une tâche difficile. Imagine un homme debout sur le bord de la route, couvert de sang et vêtu d'une combinaison de volume trempée et déchirée. Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu beaucoup de volontaires pour l'emmener. Mais finalement, quelqu'un l'a pris en charge et l'a conduit jusqu'à une cabine téléphonique où Rankin a réussi à appeler une ambulance. Là, il s'est rendu compte de la chance qu'il avait eue. Il avait d'innombrables bleus et marques sur tout le corps, souffrait de graves effets de décompression et d'engelure. Mais à part cela, l'épreuve n'avait pas laissé de séquelles à long terme. Rankin a passé plusieurs semaines à l'hôpital et s'est complètement rétabli. Plus tard, il a écrit le livre The Man Who Rode the Thunder, l'homme qui chevaucha le tonnerre, dans lequel il décrit son expérience. Si tu connais d'autres histoires de survie incroyables, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais n'abandonne pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos intéressantes à te proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Reste du côté sympa de la vie.